Excusez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance, le privilège de recevoir Georges Kuzmanovic. Alors, avant toute forme de débat, c'est normal. Cher Georges, comment allez-vous? Mais je vais très bien, parce que je suis en vacances avec ma famille, et donc c'est un des meilleurs moments de l'année, donc tout va très bien. Parfait, parfait. Les vacances, et peut-être que vous êtes aussi, chers spectateurs, en vacances, c'est important. On s'assoit, on se pose pour ce débat qui risque d'être passionnant, comme souvent. Sur Juste Milieu, de toute façon, c'est généralement passionnant, hein, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, avec vous, Georges Kuzmanovic, donc je le rappelle, et vous allez nous le raconter dans les détails, vous êtes un homme politique aux expériences multiples. Vous avez rejoint notamment le parti de gauche et Jean-Luc Mélenchon dès 2008. Vous avez été conseiller du même Jean-Luc Mélenchon en 2017 pour la campagne présidentielle sur les questions internationales et les questions de défense. Et vous avez quitté la France insoumise en novembre 2018 avant de fonder votre propre parti, République souveraine, en mars 2019. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner, pour commencer, des détails sur votre parcours personnel et votre parcours politique, bien évidemment, qui vous ont mené à aujourd'hui et à République souveraine? Alors j'ai un parcours politique, comme vous dites, qui est un peu particulier, parce que je ne suis pas politicien au sens strict du terme, c'est-à-dire que je ne vis pas de la politique, et je n'en ai jamais vécu. Donc j'en ai fait beaucoup, comme beaucoup de citoyens français, et c'est ça la base d'être citoyen. La politique, ça ne peut pas être dévolu exclusivement à des professionnels. Bien évidemment, il faut des élus, mais moi je ne le suis pas. Moi je travaille en entreprise actuellement, et j'ai fait différents métiers dans ma vie. Et je crois, moi c'est ce qui me caractérise le plus, c'est d'avoir eu un certain nombre d'expériences et dans la vie très différentes, tant sociales que d'emploi. J'ai été conseiller pour des personnalités importantes, mais j'étais aussi ouvrier sur chantier. J'étais militaire et prof, j'étais humanitaire. Donc je crois que j'ai une vision assez large de la société, de ses problèmes, et aussi du monde, parce que j'ai vécu dans plusieurs pays. Voilà, et puis surtout, je suis marié, papa, 3 filles. Voilà pour un rapide aperçu. Et comme mon nom ne l'indique pas nécessairement, je suis d'origine yougoslave. Enfin, mon nom l'indique ça, que je suis d'origine yougoslave, pour ceux qui connaissent. Mais je suis franco-yougoslave de naissance, ma mère étant française depuis extrêmement longtemps, une longue lignée de paysans. Et donc ce parcours, hein, comme vous venez nous le présenter, qui vous a mené au parti politique que vous avez fondé, République souveraine. Alors, en préparant cet échange avec vous, je suis tombé sur un papier notamment du Journal du Dimanche de mars 2019, où vous présentiez dans les grandes lignes le projet de République souveraine. Pêle-mêle, hein, vous parliez de dépasser le clivage gauche-droite, de retrouver la logique du Conseil national de la résistance, ou encore de proposer une opposition au bloc ultralibéral européiste et atlantiste. Alors justement, sur toutes ces grandes lignes, comment pouvez-vous nous présenter ce projet aujourd'hui de République souveraine? Alors juste un petit retour sur mon parcours. En fait, je me suis intéressé à la politique très très jeune, et même très à gauche. Mais c'est surtout en étant dans l'humanitaire. J'ai commencé l'humanitaire, c'est tombé comme ça, j'avais 21 ans, c'était au Rwanda, juste après le génocide de 94. Puis après au Mali, et puis après en France. Avec des amis, on a fondé une association humanitaire qui existe toujours, qui s'appelle Autre Monde. Et là, c'était plus en contact des sans-abri de France. Et ce qui était quelque chose de théorique pour moi, l'injustice m'a frappé en plein visage, tant en Afrique qu'en France. Et c'est ce qui fonde personnellement mon engagement politique. Donc c'est lutter contre ces diverses injustices. Alors effectivement, je suis passé par
par le parti de gauche, la France Insoumise. Je ne sais pas si c'est nécessaire de revenir là-dessus, on peut. Et effectivement, en mars 2019, parce que, eh bien, il y a eu une évolution, en tout cas, je considère qu'il y a eu une évolution de la France Insoumise négative par rapport à ce qu'avait été la campagne présidentielle de 2017, où je m'étais effectivement occupé des questions internationales et de défense. Nous avons fondé avec des amis, ça s'est maintenant élargi, ce nouveau mouvement politique, République souveraine, et qui effectivement, vous l'avez dit, nous essayons de sortir du clivage gauche-droite, en tout cas tel qu'il est entendu médiatiquement, parce que on pense qu'il paralyse, et on a trouvé une manière, une formule. Nous, on dit qu'on est avec De Gaulle et avec Jaurès. Donc, de l'un, De Gaulle, on garde tout ce qui est de l'ordre de l'indépendance nationale, l'indépendance géostratégique de la France, une certaine vision de la grandeur de notre nation, et de Jaurès, eh bien, la justice sociale. Et je crois que ces deux grands piliers sont majoritaires, en fait, dans ce que ressentent les Français, la plus grande partie des Français, et en particulier ceux qui en ont ras-le-bol du spectacle politique tel qu'il est actuellement. Donc effectivement, nos références, c'est le Conseil national de la résistance, issu de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, comme vous le savez, ça rassemble eh bien, des gaullistes, des communistes, même des royalistes, parfois certains qui furent à un moment donné à l'extrême droite, même s'ils étaient plutôt peu nombreux, bon, principalement communistes et gaullistes. Donc on a cette idée, et c'est là qu'on a eu les piliers de ce qu'est notre société et la République française, telle qu'elle existe actuellement, faite justement de justice sociale, donc avec Ambroise Croizat, qui ancien de la CGT, enfin, cégétiste et communiste, qui avait créé la sécurité sociale, le système de retraite, tout ça basé sur le programme des jours heureux du Conseil national de la résistance, et auquel s'attaque Emmanuel Macron, après une longue série de politiciens qui sont justement, eux, plutôt inféodés à une ligne mondialiste et européiste, qui se désintéresse des intérêts tant du pays que de ses citoyens. Et donc, par rapport à tout ce que vous nous expliquez, effectivement, cette filiation entre notre histoire et le projet que vous portez aujourd'hui, finalement, je me permets de vous poser une question un peu simple, mais je pense ne pas être le seul citoyen français à se la poser. Concrètement, comment peut-on définir le souverainisme? Parce que c'est vrai que c'est un thème qui, depuis les années 2000, était un petit peu à mettre sous le tapis. Parler de souverainisme, c'était quand même quelque chose d'assez effrayant, qui était réservé à l'extrême droite, puis à certains extrêmes de gauche comme de droite. Mais aujourd'hui, on sent que cette question revient vraiment au cœur du jeu. On y reviendra tout à l'heure avec la question de l'Union européenne, bien évidemment, et l'économie du vaccin. Mais de manière simple, claire pour vous, qu'est-ce que le souverainisme? Bon, le sujet est très très vaste, mais vous l'avez très bien introduit, Rémi. Le thème a été brocardé très largement et on lui a collé une image d'extrême droite. C'est un travail symbolique et de communication qui s'est fait depuis la fin des années 80, depuis le moment où on a une classe politique de gauche et de droite, en tout cas ceux qui sont ces partis politiques dits de gouvernement, donc le Parti socialiste et LR, qui avant était UMP, qui avant était RPR, et qui a fusionné dans la LREM, la République en marche d'Emmanuel Macron, qui l'incarne parfaitement. Macron est l'incarnation de 30 années d'abandon de la nation et de rejet de la souveraineté. Et donc, bien sûr, ça a été très largement brocardé. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont la thématique revient. Il y a encore 2 ans, quand vous parliez de souveraineté, vous aviez l'habituel mitraillage dénigrant de la plupart des médias sur cette thématique. Mais entre-temps, il y a eu la crise de la Covid-19. Et on en reparlera, je crois. Mais on a vu que la France,
les Français, les citoyens français, y compris beaucoup qui avaient voté pour Emmanuel Macron, y compris beaucoup qui se moquaient du terme de souveraineté en pensant quelque chose de vieillot et que maintenant on est tous embarqués dans un grand mouvement de la mondialisation heureuse, se sont rendus compte que c'était quand même ballot de ne pas pouvoir produire ne serait-ce que des masques. Que quand il fallait des respirateurs, on n'y arrivait pas. Alors ça c'est pour des objets à produire, qu'on n'arrivait pas à les produire. Que la loi du marché à flux tendu, ça ne fonctionnait pas très bien, parce que quand il y a une crise, tout le monde veut le même produit. Et donc, c'est difficile de l'acheter, et on se retrouve paralysé. Et on a là une prise de conscience. Et donc, la thématique est tellement revenue que Emmanuel Macron lui-même en a plein la bouche, alors qu'il fait bien le contraire. Et il est important de rappeler le projet politique global d'Emmanuel Macron depuis sa prise de fonction présidentielle, c'était la mise en place de la souveraineté européenne. Et donc, c'était l'accélération des transferts de souveraineté de la France vers l'Union européenne ou d'autres instances supranationales. Alors, la souveraineté, c'est quoi, pour dire de manière simple? Eh bien, elle est double. La souveraineté, elle est tant nationale que populaire. Et la souveraineté, c'est la possibilité, la liberté de choisir en propre ce que l'on veut nous-mêmes pour nous-mêmes. Ça va de l'individu à la famille, au groupe social et bien évidemment à la nation. Et tout cela a été la souveraineté, c'est un des très grands acquis de la Révolution française. C'est le peuple devient un personnage politique. Ce n'est plus le souverain au sens le roi qui décide des destinées de la nation, mais le peuple dans son ensemble, et qui le fait en élisant des représentants ou par voie référendaire. Et pour comprendre de manière très simple ce qu'est la souveraineté, moi j'aime me référer à quelque chose d'assez simple, c'est la Constitution de la France, qui a ce titre extrêmement clair. Ce sont les 4 premiers chapitres de la Constitution française, où il est dit très clairement que la souveraineté de la France vient du peuple et exclusivement du peuple, et qu'elle se manifeste par ses représentants ou par voie référendaire. Voilà ce qu'est la souveraineté, dit de manière simple. Alors je ne sais pas si vous trouvez que c'est assez simple, mais sinon je peux donner d'autres exemples très concrets de ce qu'est. Non, mais ce que vous nous dites là est extrêmement intéressant, mais c'est vrai que je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, parce que pour essayer de contrebalancer ce que vous dites, finalement, votre définition du souverainisme, on peut aussi l'appliquer, on peut la mettre dans la bouche d'un élu, d'un commissaire européen de Bruxelles qui expliquerait, mais l'Union européenne en elle-même est souverainiste, dans la mesure où elle cherche à décider pour elle-même vis-à-vis d'autres blocs que sont les États-Unis, la Chine ou la Russie. Est-ce que le souverainisme des nations n'est pas absorbé dans celui de l'Union européenne, auquel cas on a quand même au bout du compte le souverainisme qui gagne, mais celui du collectif des nations européennes? Alors ça c'est une très très belle feinte pour faire accepter cet abandon de souveraineté. Je vous l'ai dit, la souveraineté elle est nationale et populaire, comme c'est très clairement dit dans notre Constitution et comme ça a été pensé par nos illustres ancêtres de 1789. Donc, ce dont vous parlez et ce qui est, c'est la souveraineté nationale. Donc, les tenants de l'européisme disent, fille de la souveraineté nationale, il y aura une souveraineté européenne, encore une fois, le programme d'Emmanuel Macron, et nous allons, nous, Européens, souverainement décider. Oui, pourquoi pas? Sauf qu'ils ont oublié un élément important dans ce qu'est la souveraineté, c'est la souveraineté populaire. L'Union européenne
on peut difficilement qualifier l'Union européenne de démocratie. La seule instance démocratique de l'Union européenne est le Parlement européen, mais comme vous le savez, il y a des pouvoirs extrêmement limités. Et la totalité des pouvoirs est détenue par la Commission européenne, où sont nommés des gens, donc ils ne sont pas élus, ils n'en rendent compte donc à aucune instance populaire, à aucun peuple européen, qui d'ailleurs existe sans exister réellement, en tout cas il n'existe pas politiquement. Chacun vote pour des députés nationaux qui siègent au Parlement européen, et donc il n'y a aucun moyen de contrôle populaire sur les décisions prises par l'Union européenne et spécifiquement la Commission européenne. Prenons un exemple très simple et rappelons-nous l'article 3 de la Constitution française. Au moment où sont négociés les traités de libre-échange, parce qu'on n'a pas que le problème de l'Union européenne, on a aussi les traités de libre-échange. Et le traité de libre-échange, par exemple, celui entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord, le TAFTA, que François Hollande voulait très vite signer avec Barack Obama, mais qu'il n'a pas réussi à signer avant l'arrivée de Donald Trump. Eh bien, ce traité était négocié par un membre et son équipe de la Commission européenne. Aucun représentant élu, donc qui est nationaux, qu'il soit français ou d'un autre pays européen, donc aucun représentant qui émane de la volonté populaire n'avait même le droit de consulter ce qui était en cours de négociation et qui pourtant allait le concerner lui au quotidien. Même les États n'avaient pas le droit de consulter. À un moment donné, et là on voit le niveau d'abandon complet de souveraineté dans lequel on a pu arriver, il a été autorisé pour certains parlementaires qui en faisaient la demande de consulter le traité tel qu'il était en cours de négociation à l'ambassade des États-Unis. Ça, c'est l'autre volet dont je vais vous parler après, qui concerne par rapport à la souveraineté européenne. Donc, à l'ambassade des États-Unis, sans appareil d'enregistrement, sans téléphone et sans même un carnet et un crayon. Donc là, on a une perte totale de souveraineté populaire. Un autre exemple concret. On n'a pas encore signé le TAFTA, mais la renégociation est repartie entre l'Union européenne et Joe Biden. On va nous le sortir assez rapidement. On a quand même réussi à signer le CETA, qui est un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et là, vous avez tout un tas de dispositions qui mettent à mal nos agriculteurs, mais aussi ce que vont manger les citoyens. Car ce qui prime dans les traités de libre-échange, c'est la liberté de commerce et l'idée est de lutter contre toute forme de régulation. Or, la régulation, c'est quelque chose qui émane du peuple par les représentants, par les députés, qui s'est petit à petit constitué, qui fait nos lois. Et un exemple très concret, c'est qu'au Canada, il est autorisé, par exemple, d'élever des saumons modifiés génétiquement qui grossissent 2 fois plus vite parce qu'ils ont été modifiés génétiquement. Bien évidemment, en France, c'est quelque chose auquel on s'oppose. Il y a des régulations qui font que ça n'est pas possible. Mais à cause du CETA, eh bien, la liberté de commerce de ceux qui produisent du saumon au Canada de cette manière-là ne peut pas être contrainte par des lois nationales françaises parce qu'elles lui sont supérieures. Donc, perte totale de souveraineté, le citoyen n'a plus rien à y dire, et voilà où nous en sommes. Et je vous parlais aussi de l'autre élément, alors là, qui est la critique du premier élément, souveraineté nationale. Vous disiez, s'il n'y a plus de souveraineté, la souveraineté nationale, c'est fini, passons à la souveraineté européenne. Très bien, mais qu'est-ce que c'est d'abord la souveraineté d'une nation? Eh bien, la souveraineté d'une nation, c'est la place et l'image qu'elle se fait d'elle-même dans le monde. Et c'est sa capacité, en premier lieu, à se défendre et à attaquer si ses intérêts sont touchés. C'est la base. C'est ainsi que l'on considère, par exemple, le grand historien Georges Duby, dans ce magnifique livre qui s'appelle Le Dimanche de Bouvines, et que je conseille à tout le monde si vous ne l'avez pas lu,
C'est un des grands moments de constitution de la nation française. C'est là où Philippe le Bel affronte à la bataille de Bouvines l'empereur Othon, allié aux Anglais, et c'est la chevalerie française avec les milices populaires qui s'unissent et défendent le pays et qu'apparaît le sentiment de nation. Donc c'est l'indépendance militaire, l'indépendance géopolitique. Or, l'Union européenne est un nain absolu en termes militaires et géopolitiques. On parle toujours de défense européenne, mais, et je peux vous l'assurer, et si ça amuse quelqu'un, il peut lire tous les textes européens qui ont été écrits sur la défense européenne. Dans les textes européens, il n'est jamais abordé la défense européenne en tant que telle, mais toujours sous le parapluie de l'OTAN, donc les États-Unis. Et tout est construit de cette manière-là. Il n'y a aucune velléité même de réelle indépendance de l'Union européenne, mais plutôt une inféodation, une insubordination, une subordination, pardon, aux États-Unis. Donc il n'y a aucun des deux éléments dans cette Union européenne. Il n'y a ni la souveraineté populaire, ni une souveraineté nationale qui passerait au niveau européen. Mais quelle finalité voyez-vous sur cette question-là, et notamment à travers le projet que vous portez avec République souveraine? C'est le débat qui est résumé de manière rapide, mais Brexit ou Union européenne. Est-ce que vous voyez une troisième voie, ou, pour paraphraser Margaret Thatcher, est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? Comment peut-on faire face aujourd'hui à cette perte de souverainisme en France? Quelle est, d'après vous, la solution, même si j'imagine que parler de solution est quand même un petit peu hâtif et que tout ça engage une réflexion de toute la société et une action collective avant tout? Alors c'est vrai que le débat s'est beaucoup focalisé sur le Brexit parce qu'il y a eu Brexit. Et donc certains en France parlent de Frexit. Mais le problème n'est pas que là. Et nous considérons en République souveraine que c'est une erreur de se focaliser sur un terme, Frexit, et de ne pas voir le problème dans sa globalité. Je vais essayer de faire très vite, mais le problème, comme je dis, n'est pas que l'Union européenne, c'est aussi les traités de libre-échange et l'ensemble des organisations supranationales, par exemple l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, le FMI, l'OMC, la Banque mondiale, et tant d'autres, bien sûr les traités de libre-échange, qui contraignent notre souveraineté. Or, tout cela est dû à un phénomène qui est apparu à la fin des années 70, qui s'est accéléré dans les années 80-90, et qui a fait qu'il y a une rupture dans toutes les nations entre les élites et le peuple. Et qu'il y a une trahison des élites, encore une fois, qu'incarne parfaitement Macron. Cela est dû à l'évolution de la technologie, donc de l'apparition de l'ordinateur, de l'informatique et des échanges numériques, et aussi en raison d'un changement profond de la nature du capitalisme. Pour faire simple, jusque dans les années 80, le capitalisme était industriel et national. Donc quand vous mettiez 100 dans une industrie qui produit, je ne sais pas, des voitures Renault, des vélos Mercier, des clous, des pneus, peu importe, vous espérez en avoir un revenu supplémentaire, 101, 102, 103, 104, au terme de la vente de ce produit. Et pour que quelque chose soit produit, il faut des usines. Et les usines, elles sont localisées quelque part. Elles étaient, pour la plupart, pour les usines françaises en France, pour les usines allemandes en Allemagne, jusque dans les années 80. Or, à ce moment-là, il y a eu un changement radical. Le capitalisme est devenu international et financier. C'est-à-dire que le gros des revenus ne vient plus de la production industrielle, mais de la spéculation financière. Il faut connaître le ratio entre la finance mondiale et la production industrielle. La production industrielle, tout ce qui est produit dans le monde, tout le pétrole, tous les bateaux qui transportent des trucs fabriqués en Chine, tous les pneus, et tous les services, quand vous allez chez le médecin, quand vous allez prendre quand vous faites faire un cours de football à vos enfants, tout ça, c'est 1% de l'économie mondiale. Allez, 2 maximum.
98 à 99%, c'est strictement de la finance. Donc là, on a une séparation, c'est-à-dire que le capital, les plus gros capitalistes n'ont plus d'intérêt à être enchâssés dans une nation où il y a des contraintes, il y a des règlements, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ils ont une velléité de se défaire de ces règlements, de se défaire de ces contraintes pour maximiser leurs profits. Donc avant, vous aviez, bon, je prends des catégories d'analyse marxiste, mais vous aviez une bourgeoisie nationale qui tirait ses revenus soit de la production industrielle, soit de la production agricole, mais qui était localisée et qui pouvait être menacée par des grèves ou des occupations ou éventuellement une révolution. Ça a été toute l'histoire de la France depuis 1789 jusqu'à 1936. Et dans ces affrontements sur le territoire national, il y a eu une sorte de mise en place petit à petit dans la lutte du côté des ouvriers, des paysans, dans une certaine résistance du côté du patronat, mais une sorte d'accord national dont l'idéal a été atteint après la Deuxième Guerre mondiale avec le Conseil national de la résistance, d'un partage de la richesse et du fait que les tenants du capital acceptaient toute une série de contraintes. Paf, tout ça vole en éclats avec le changement de structure et ce que permet l'informatique, c'est-à-dire de faire des machines-outils reprogrammables et surtout des échanges financiers non plus en numéraire ou en or, en argent, s'il fallait transporter, mais par des échanges numériques qui permettent de s'abstraire totalement des régulations nationales. C'est ce cadre-là qu'il faut avoir en tête pour comprendre pourquoi est-ce est détruit l'État-nation. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre d'élites visent à détruire l'État-nation et à se libérer de ce que était un carcan. Et pour vous dire que je ne délire pas, bien évidemment, je vais prendre... J'aime beaucoup les gens honnêtes. Je préfère avoir un adversaire qui dit honnêtement ce qu'il fait plutôt que des gens qui finassent et qui en fait font le contraire de ce qu'ils disent. Et je pense que la plupart des Français en ont ras-le-bol. Je pense à un certain Denis Kessler. Denis Kessler est un très très grand patron français. Il fut numéro 2 du MEDEF et dans une interview restée célèbre d'octobre 2007 dans la revue Challenge, il a déclaré: notre programme, c'est de reprendre tout ce qui nous a été pris par le Conseil national de la résistance, de défaire ce qu'a fait le Conseil national de la résistance. Et c'est exactement le programme, c'est strictement la manière la plus parfaite et plus pure de résumer le programme politique d'Emmanuel Macron, mais je crois qu'on y reviendra. Il l'a encore dit le 12 juillet lors de son allocution. Donc le problème n'est pas, je reviens à la question principale, le problème n'est pas de sortir seulement de l'Union européenne. Il faut réussir à remettre de la régulation dans cette finance débridée. De plus en plus de gens s'en rendent compte, et donc c'est un objectif encore plus global que juste sortir de l'Union européenne qui, en soi, ne serait pas suffisant. On peut même imaginer d'autres formes de coopération européenne. Nous, notre objectif n'est pas de se renfermer dans les frontières françaises, mais d'avoir des coopérations entre nations, bilatérales ou multilatérales au niveau européen, mais toujours en ayant dans l'idée qu'il faut que le peuple soit souverain et que on soit en mesure de contraindre ceux qui veulent se libérer totalement de l'État-nation et qui veulent avoir une liberté absolue et totale de maximiser leurs profits. Donc, quelque part, d'une certaine manière, ce pouvoir redonné au peuple au sein de l'Union européenne pourrait déjà simplement passer par le respect des référendums qui sont votés au sein de l'Union européenne. Je pense que ça pourrait être déjà une voie. Évidemment, sauf que il faut absolument défaire cette Union européenne. Il n'y a aucune autre possibilité. C'est la condition sine qua non d'une action quelconque politique en France. Mais ça ne veut pas dire qu'on est, encore, je précise, c'est bien cette Union européenne-là, c'est-à-dire la manière dont elle a été construite.
la manière dont elle est construite, elle est non démocratique. Et d'ailleurs, on le répète régulièrement, mais encore une fois, j'aime bien les personnes qui sont franches. Et j'aime bien Jean-Claude Juncker, le précédent président de la Commission européenne, qui avait déclaré il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. On ne peut pas faire plus clair. Voilà, c'est adémocratique. Et puis, c'est construit pour servir les intérêts financiers et les banques. Donc, et comme cette Union européenne met des contraintes à rebours, elle empêche le pouvoir politique, si jamais il le voulait, mais il ne le veut pas, bien évidemment, en ce moment, de s'occuper mieux de ses citoyens, de mieux répartir la richesse, d'avoir des hôpitaux qui fonctionnent, de ne pas être en PLS face à une crise, face à un virus, eh bien, ça n'est pas possible. Donc, si on veut pouvoir agir dans l'intérêt de la France et des Français, il faut bien évidemment rompre avec cette Union européenne-là. Mais ça ne veut pas dire que d'autres constructions ne sont pas possibles. Et bien évidemment, je pense que vous faites référence avec le référendum au référendum de 2005, qui a été le moment paroxystique où la classe politique de gouvernement qui s'est réunie à Versailles en 2008 pour s'asseoir sur la décision populaire a montré que là, réellement, la souveraineté populaire, donc la démocratie, avait disparu. Et ce n'est pas étonnant que ça ait été une des revendications aussi importantes chez les Gilets jaunes. Je pense au RIC, au référendum d'initiative citoyenne. Quels qu'aient été les Gilets jaunes, quel qu'était leur parcours politique, quelles qu'aient été leurs idées, il y avait cette idée fondamentale qui est reprendre le contrôle et pouvoir agir sur la politique et sur le monde. Et justement, pour creuser dans cette question du rôle de l'Union européenne, du fonctionnement de l'Union européenne, et aussi pour continuer à en construire la critique, on arrive au deuxième grand volet de cet échange, le rôle de l'Union européenne dans la crise du coronavirus. Et ça va vous permettre d'illustrer certains points de ce que vous nous dites là, Georges Kuzmanovic. On a eu des affaires avec les masques où on a vu qu'effectivement, comme vous nous l'expliquez, la notion de démocratie avait disparu depuis 2005, mais on a eu aussi la notion de cohabitation, de fraternité des nations, enfin de sororité maintenant, pour être dans le bon genre, sur la question des masques, par exemple. On a vu des pays qui allaient se shipper les masques sur les tarmacs des aéroports au sein même de l'Union européenne. On a eu des mesures qui ont été établies dans un grand bazar général ou d'un pays à l'autre, d'une frontière à l'autre, ça n'est pas la même chose. La question des frontières, évidemment. On se rappelle les supporters italiens venus supporter leur équipe à Lyon et ce qui avait contribué à diffuser le virus tout au début de la crise en France. Et maintenant, les vaccins, alors là, c'est le mont Ventoux du n'importe quoi au sein de l'Union européenne, avec des contrats opaques que même les députés européens peuvent consulter dans des versions gardées dans des pièces sécurisées. Enfin, on est quasiment dans comme les traités de libre-échange dont je vous parlais tout à l'heure. Absolument, tout à fait. Effectivement, j'y pensais en vous écoutant, tout à fait. C'est exactement la même méthode. Et on a en plus, on l'apprenait dans le Figaro du 12 juillet, des commandes incompréhensibles, en tout cas pour le commun des mortels, où l'Union européenne a recommandé 1,95 milliard de doses, alors que nous sommes 446 millions d'habitants dans l'Union européenne. Donc, le cirque continue. Et sur ce point-là, vraiment dans ce contexte de crise, quelle analyse faites-vous vraiment par rapport à cette question-là? Alors, vous abordez énormément de questions. Sur le dernier point que vous avez soulevé, pourquoi est-ce que l'Union européenne commande autant de vaccins? On pourra revenir dessus, mais j'ai une supposition, c'est que l'Union européenne est en situation de ne pas peser du tout au niveau mondial en termes géopolitiques. J'ai expliqué tout à l'heure structurellement pourquoi, parce qu'il y a un infodé aux États-Unis. Mais là, on a à Cuba, ils ont produit, eux, 4 vaccins, dont le dernier très efficace est reconnu par l'OMS, qui de manière très intéressante s'appelle Souveraineté 2, Soberana 2, et il va être en licence libre, parce que c'est Cuba, et Cuba fait comme ça. Les Russes, de leur côté, vont aussi et ont commencé à distribuer des vaccins dans différents pays. Les Chinois également, même si les Chinois ont un vaccin qui a l'air beaucoup moins d'être le moins efficace de tous. En tout cas, on voit qu'il y a une offensive géopolitique qui va être qui peut donner des vaccins à ceux qui ne peuvent pas en produire et par quels moyens. Mais je reviendrai là-dessus. Sur la crise du Covid,
alors c'est tragique, cette crise, parce qu'il y a énormément de morts, un chaos structurel généralisé, tant au niveau européen qu'en France, un effondrement économique qui affecte énormément de gens. Je vous disais au début tout à l'heure, on y repensait. Moi, j'ai la chance d'être en vacances. Il y a beaucoup de gens en France qui ne vont pas avoir de vacances cette année ou des vacances très réduites. Et ça risque de continuer pendant quelques années à cause de la gestion catastrophique de la crise. Et donc, vous donniez des exemples, Rémi, sur comment est-ce que l'Union européenne a géré cette crise. Moi, je trouve l'exemple le plus intéressant, c'est l'Italie et l'Union européenne, tout au début de la crise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Premier ministre alors de l'Italie était M. Conte, et on avait affaire quand même à quelqu'un qui n'était pas spécialement bolchevique, hein, plutôt européiste, assez classique. Et la crise de la Covid a d'abord touché l'Italie, durement, et l'Italie a demandé une aide, considérant qu'elle fait partie d'un grand tout magnifique et fonctionnant parfaitement, qui est l'Union européenne. Et ce qu'elle a reçu, eh bien, c'est des demandes de paiement, d'arriérés de paiement de je ne sais quelle dette qu'elle n'avait pas faite et une amende parce qu'elle n'avait pas payé cette dette à l'Union européenne. Par contre, des médecins cubains sont venus en Italie pour aider les Italiens. Et M. Conte, donc, qui était plutôt européiste, a dit on s'en souviendra. On s'en souviendra. Et ça marque bien, ce petit exemple, ce qu'est d'abord l'Union européenne. Personne à la Commission européenne ne s'est dit en début de crise il y a un truc grave qui est en train d'arriver. Les Chinois, ils ne ferment pas une région de 56 millions d'habitants si c'est juste un rhume. Il y a un gros souci. Il va falloir qu'on s'organise. Non. Ils ont fait, comme toujours, la mise en concurrence. Ça nous ramène un peu au sujet précédent sur l'Union européenne, mais prenons un exemple que j'aime bien prendre. Ça peut être la poste ou les transports ferroviaires. La poste. L'Union européenne a mis en concurrence toutes les postes européennes et a demandé la privatisation. Ça a créé un chaos, une détestation de l'Union européenne parce que tout un tas de salariés qui travaillent dans les postes nationaux ont perdu leur emploi. Ça a permis de créer un champion pour concurrencer FedEx, ça s'appelle DHL, bien évidemment, c'est basé à Berlin, DHL, et ça coûte extrêmement cher et c'est très difficile d'envoyer un courrier à sa grand-mère en Ariège, où elle-même a du mal à retirer son courrier parce que la poste locale dans son petit village a fermé. Bon, ben ça c'est dû à cette manière de construire les choses telle qu'elle est pensée par l'Union européenne, c'est-à-dire casser ce qui fonctionne, casser ce qui fait du liant, casser les solidarités nationales. On aurait pu imaginer au début de la construction européenne, de se dire bon, bah, on va mettre en commun les postes nationales, on ne va pas les casser, mais on va prendre le meilleur de chacune et on aura une poste nationale, une poste européenne fonctionnelle. Mais c'est pas ça qui a été fait. Et ben c'est pareil avec le vaccin. Personne ne s'est dit luttons ensemble. Non, ils ont joué la concurrence et on a été incapables de faire un vaccin européen. Et encore une fois, un fait audacieux aux États-Unis. On a considéré que ce qui était important, c'était la concurrence non faussée et payer des sommes faramineuses à des laboratoires qui se trouvent aux États-Unis, qui ont pu produire un vaccin parce qu'il y a un pays qui est indépendant, qui est une véritable nation. Comme le disait Barack Obama, c'est la nation utile. C'est un discours célèbre qu'avait fait Barack Obama à West Point, donc à l'école militaire américaine, qui avait dit il y a une nation utile au monde, c'est les États-Unis. Imaginez qu'un n'importe quel pays ait ce discours. Et ben dans cette nation utile, Donald Trump a financé à hauteur de 46 milliards, c'est colossal, plusieurs entreprises, dont Moderna et Pfizer, pour qu'ils produisent des vaccins. Rien de tel dans l'Union européenne. L'Union européenne ne s'est pas dit mais on va sortir 40 milliards et on va financer nos entreprises qui produisent des médicaments et des vaccins en Europe pour dynamiser, pour qu'on ait un vaccin. Donc, aucune volonté d'indépendance européenne. Actuellement, la crise de la Covid est très très focalisée sur le vaccin, ce qu'il y a dans le vaccin, le pass sanitaire et
la manière dont on s'y oppose ou on le soutient. Mais il ne faut vraiment pas oublier tout ce qui s'est passé pendant plus d'1 an et demi. Et un institut australien l'a rappelé hier, enfin avant-hier, de manière très intéressante. La France, sur 98 pays, est classée 73e dans la gestion de la crise sanitaire. C'est-à-dire que Macron et son gouvernement, si ce n'était pas clair jusqu'à maintenant, sont nuls. On est un des pays où il y a le plus de morts. On est un des pays où on est le plus affecté économiquement. Et on est un des pays où on a du mal à voir comment est-ce qu'on va réellement s'en sortir. Nous, en République souveraine, on s'est beaucoup intéressé à cette question depuis le début. Encore une fois, parce que je m'étais dit, c'est pas normal que... J'étais à un débat au Figaro, et tout le monde rigolait à l'époque un peu du Corona, c'est quoi ce truc, bon. Moi-même, j'ai fait une blague sur le Corona, enfin la bière, la Corona. Mais quand même, je me disais, mais c'est très étrange quand même, hein, qu'un pays comme la Chine, qui n'est pas spécialement regardant toujours sur le coût en vie humaine, de la manière dont, quand elle produit des choses, comme par exemple pour ces mineurs qui meurent par milliers chaque année, pourquoi est-ce qu'ils vont fermer toute une région? Il doit y avoir un problème. Et on s'est beaucoup intéressé, on a regardé les différents modèles mondiaux, et dès fin février, on a publié un texte enjoignant le gouvernement à s'intéresser à ce que faisait la Corée. Pourquoi la Corée? Parce que la Corée, c'est un pays, allez, un peu comparable à la France, en termes de taille du pays. La taille, c'est 2/3 de la surface de la France. Il y a 50 millions d'habitants, nous, c'est 67. C'est pas très, très loin. C'est une démocratie, même si ça a mis longtemps à l'être et que dans les années 60, c'était encore une dictature. Et de voir comment eux s'en sont sortis. Eh bien, eux, comme on l'avait remarqué dès février 2020, ont moins de 2100 morts. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est comme si en France, on en avait 3000, et pas 110, 20 000, on ne compte même plus. Le pays n'a jamais rien fermé. Si, pendant un moment, ils ont été inquiets, pendant 1 mois, ils ont fermé les discothèques. Donc, ils n'ont pas paralysé leur économie. Donc, ils vont arriver à fond la patate, là, pour la relance. Quand un jour, il y aura la relance, ils seront parfaitement d'équerre, contrairement à la France, qui sera sur les genoux, sur les rotules. Et, bien évidemment, ils ont défendu les intérêts de leur pays. Et je vous disais tout à l'heure que la crise de la Covid-19 a montré l'importance de la souveraineté. Nous, on avait proposé de faire comme la Corée, sachant très bien qu'on ne pouvait pas le faire, même si on l'avait voulu. En fait, ils ont tellement, c'est-à-dire les différents gouvernements de gauche et de droite sur les 30 dernières années, ils ont tellement sabordé ce pays, tellement sabordé le fonctionnement de l'État et nos capacités industrielles, qu'on ne pouvait pas, en appuyant sur un bouton, produire des masques, produire des respirateurs, construire des hôpitaux à toute vitesse. La Corée le peut, parce que la Corée a gardé, s'est inspirée du modèle français, a un État-nation où elle a gardé des capacités industrielles en propre et où elle a un État, un véritable État fonctionnel, qui peut prendre des décisions dans l'intérêt de ses concitoyens. Non, ici, nous, on a eu le n'importe quoi que vous connaissez. On ne ferme pas les frontières. La première chose qu'a fait la Corée, hein, comme tous les pays sérieux, c'est qu'ils ont fermé leurs frontières, ils ont mis des barrières strictes au contrôle des éventuels malades. Donc, c'était Madame Buzyn, c'était les leaflets, les tracts et les affichettes dans les aéroports. Puis, de toute façon, elle a décidé d'être candidate à la mairie de Paris parce que M. Griveaux avait montré son appareil génital. Il faut quand même rappeler le niveau de nullité de tous ces gens-là. Les masques n'étaient pas nécessaires, puis ils étaient dangereux, puis après ils étaient absolument nécessaires, il fallait les mettre tout le temps partout, sinon il y avait des sanctions. Et puis chacun devait se signer soi-même une attestation de circulation. Ça fait rire tout le monde sur toute la planète. Une auto-attestation de circulation, c'est complètement débile. En Corée. Et puis à la fin, comme tout ça ne fonctionne pas, il a fallu contraindre tout le monde et faire le confinement généralisé, qui était une catastrophe pour l'économie, pour tout un tas de citoyens, pour les étudiants, pour les collégiens, bref. En Corée, ils ont contraint les gens malades, réellement, pas comme Macron tente de le faire actuellement. Quand vous étiez malade,
tous vos proches étaient testés, puis ceux qui étaient malades, ils étaient contraints de rester 2 semaines à un endroit. Donc c'est une contrainte, une privation de liberté de facto, mais ne dire que 2 semaines, et ne touche pas l'ensemble d'un pays pendant des mois. Bon, voilà, donc on a la démonstration que le néolibéralisme, tel qu'il est imposé depuis une trentaine d'années, s'aborde un pays puissant comme la France au point qu'il ne peut pas agir contre un virus. Et montre très bien que le fonctionnement de l'Union européenne est tel qu'elle n'est pas là pour coordonner l'aide, qu'elle n'est pas là pour s'organiser de manière intelligente, mais au contraire, non, il n'y a pas de contraire, elle n'est pas pensée pour cela. Donc il y a eu un petit truc qui a été le plan de relance européen, qui est pathétique, qui nous vient de l'Union européenne, soi-disant. Donc je vous le rappelle, c'est un plan de relance de 750 milliards, parce que les économies sont très affectées par la crise de la Covid. Bon, déjà, on est 8 fois moins que les États-Unis. Eux, ils sont déjà à 7 000 milliards de dollars. Aussi bien Trump que Biden, 7 000 milliards de dollars réinjectés dans l'économie. Voilà, nous, ça n'a rien à voir. Économie équivalente, que 750 milliards. La France en recevra 40 milliards, mais devra rembourser 80. Donc, encore une fois, un magnifique transfert de souveraineté. On se demande à quoi ça sert. Mais surtout, ils ont conditionné cet emprunt à des réformes structurelles. C'est exactement, donc on est en pleine crise de la Covid, il y a des problèmes sanitaires, il y a des problèmes économiques. À quoi pense la Commission européenne? Eh bien, la Commission européenne pense à appliquer aux pays européens et spécifiquement à la France des politiques imposées par le FMI et la Banque mondiale aux pays africains pendant les années 80-90. Vous avez besoin d'argent, on va vous permettre d'emprunter, mais ce sera au prix de réformes structurelles. Réforme structurelle veut dire fermer des hôpitaux, moins de lits dans les hôpitaux, moins de retraites, moins d'assurance chômage, ce qu'a très très bien fait et continue à faire Emmanuel Macron, puisque lui aussi, on est chez les fous, hein. On est en pleine crise sanitaire, ils ont continué à fermer 1800 lits, et il annonce que malgré la crise grave où on est, eh bien, la réforme sur l'assurance chômage, c'est-à-dire ceux qui sont en chômage auront moins d'argent, elle se fera bien, et qu'il a une volonté, une velléité de faire la réforme des retraites. Donc ces gens ne s'occupent pas de crise, évidemment, ils ne sont pas organisés. Par contre, ils sont très bien organisés pour casser des bouts entiers de fonctionnement d'un État, de casser des éléments de souveraineté, de casser des capacités de production industrielle en propre, pour transférer tout ça au privé, et pas un privé national, mais un privé supranational, dont nous serons absolument indépendants. Et là, je pense à un certain Larry Fink, directeur de BlackRock Investissement, mais on pourra en reparler si vous voulez, Rémi. Et tout ça, toute cette question-là, elle a un aboutissement logique qui est d'ailleurs le grand thème que je voulais aborder avec vous, c'est la question de la dette. Parce que là, on réunit tous les sujets qu'on évoque depuis tout à l'heure, parce que cette dette, là où avant on la devait à la Banque de France, aujourd'hui on la doit à l'Union européenne, et c'est déjà plus la même logique. Et en plus, avec des politiques telles que celle qui a été mise en place en France, avec ce fameux quoi qu'il en coûte, alors tristement fameux parce qu'il en coûtera forcément à quelqu'un, mais pas à ceux qui l'ont mis en place. Comment penser la dette aujourd'hui, ce rôle-là? Est-ce qu'on peut imaginer un scénario à la grecque? D'une certaine manière, on va dire, de toute façon, on va effacer une partie de l'ardoise parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ou est-ce qu'on peut penser cela comme une carte de menottes éternelle dont on ne se débarrassera quasiment jamais au vu de l'ardoise qu'on a actuellement? Vous avez parfaitement, Rémi. Vous avez parfaitement raison, Rémi. Alors, on nous fait spécifiquement à la France un scénario à la grecque. Et je reviendrai là-dessus aussi parce que nous, à République souveraine, nous avons une vision de la France qui est un grand pays, la France. C'est une puissance. Et pas, comme on essaie de le ressasser depuis des années, une puissance moyenne, fatiguée, qui ne pourrait exister qu'à travers l'Union européenne. C'est un grand pays. Et il y a une velléité de détruire ce grand pays en tant que nation et en tant que puissance. Bon. Et cette crise de la Covid a été extrêmement intéressante. Elle est toujours intéressante. Même si malheureusement elle se fait sur le dos de beaucoup de citoyens.
vous l'avez tous entendu, ça a alimenté beaucoup de sphères complotistes. Il y a eu le grand livre, le livre écrit par celui qui a créé Davos, qui s'appelle The Great Reset. Il est le livre de Philippe de Villiers. Malheureusement, je pense qu'il y a eu une grande incompréhension sur le fonctionnement, sur la manière dont fonctionne l'oligarchie et les puissants de ce monde. Et personne ne s'est réuni nulle part pour organiser une crise de la Covid. Par contre, ces gens-là font des scénarios où on pensait à ce Great Reset parce que ce sont des éléments d'opportunité. Les crises sont toujours des moments où s'il n'y en a pas des politiques qui sont prêts à défendre, comme à Charles de Gaulle, à défendre leur pays et leurs citoyens, c'est l'opportunité. Parce qu'il y a panique, parce qu'il y a des morts, parce que les gens, leur économie est ruinée, parce que leur commerce est ferme, parce que le restaurant ferme, parce qu'on se demande mais quel métier, quel emploi va avoir mon gamin de 18, 19, 20 ans. C'est le moment idéal pour ceux qui veulent s'accaparer encore plus des éléments de solidarité nationale, de le faire. Et donc, actuellement, pour les très puissants, la crise est un moment d'opportunité pour privatiser encore plus. Et c'est ce que fait Macron. Je tiens à rappeler ici, parce que c'est extrêmement important, ça illustre ce qu'est Emmanuel Macron. Une des premières personnes que Macron reçoit à l'Élysée quand il est élu, c'est un certain Larry Fink. Et Larry Fink, c'est le patron de BlackRock. BlackRock, c'est un mastodonte une énorme entreprise d'investissement américaine, encore plus puissante que Goldman Sachs. Et Larry Fink a un objectif, ce sont les retraites françaises. En France, les retraites sont encore très très largement par répartition. C'est-à-dire que ce sont ceux qui travaillent aujourd'hui qui payent la retraite de ceux qui sont âgés. Or, Larry Fink, compte tenu de la puissance de la France, compte tenu de la richesse de la bourse que représentent les retraites françaises, vise à l'accaparer, lui et d'autres. Et pour cela, il faut casser le système de répartition des retraites français et l'assurance chômage et les solidarités en général et la manière dont fonctionne notre pays et la solidarité nationale. Ça fait le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le Conseil national de la résistance que veut qu'a déclaré vouloir défaire Denis Kessler pour reprendre ce qui nous avait été pris. C'est ça l'objectif. Et l'arme, pour ce faire, va être la dette. Voilà. Je vous l'annonce, si vous ne le savez pas déjà, la dette va être le sujet numéro 1, en tout cas dans le camp macroniste, dans la bouche des porte-paroles macronistes, dans la bouche de Macron, dans la bouche des journalistes du système qui vont fonctionner pour lui, ce sera la dette. Et c'est déjà annoncé comme ça de manière parfaitement claire. Madame von der Leyen, nouvelle présidente de la Commission européenne, a déclaré que cette magnifique relance rendue possible par l'Union européenne, c'est-à-dire ce truc rikiki de 750 milliards comparé aux 7000 milliards des États-Unis, est conditionnée à des réformes structurelles et en particulier la réforme des retraites. Ce n'est pas pour rien que le 12 juillet, lorsque Emmanuel Macron a fait son discours sur le pass sanitaire, il n'a pas fait que sur le pass sanitaire, on s'est beaucoup attaché au pass sanitaire, à juste titre, nous nous y opposons pour tout un tas de raisons dont on pourra parler si vous voulez, mais vraiment le cœur de son discours, c'était « je veux faire la réforme de retraite et je veux faire la réforme d'assurance chômage ». J'ai mon boss à moi qui s'appelle Larry Fink, il veut des résultats. Et il fera tout pour le faire, et le moyen, encore une fois, ce sera la dette. Bruno Le Maire, ministre de l'économie d'Emmanuel Macron, l'a dit plusieurs fois à la télévision. La France a beaucoup dépensé d'argent, et ça, il faut le reconnaître, beaucoup plus que d'autres pays, pour amortir la crise financière.
Donc il y a eu beaucoup d'aides qui ont été versées. Alors bien évidemment, je le répète, on aurait mieux fait d'éviter de se retrouver dans une situation où il faut faire énormément de dépenses publiques et plutôt ne pas fermer, ne pas détruire notre économie comme l'ont fait les Coréens. Passons. Il y a eu beaucoup d'aides, mais il précise toujours, il faudra bien la rembourser, cette aide. Et donc la responsabilité sera mise sur les citoyens français qui ont reçu cette aide pendant la Covid, parce que le gouvernement a mal géré la crise de la Covid. Et ça va passer par des arguments simplistes qui sont faux, mais qui sont toujours utilisés, où on va comparer l'État, la France, avec une famille. Mais une famille ne peut pas être en surendettement. On va laisser une dette abominable à nos enfants, et ainsi de suite. Et ça va se faire d'autant plus facilement qu'on est déjà, mais qu'on rentre dans une crise économique encore plus grave, avec de plus en plus de chômeurs, d'entreprises qui vont fermer. Donc les gens vont être, les citoyens beaucoup vont être bien logiquement préoccupés par la survie de leur famille, comment joindre les deux bouts. Encore une fois, ce sont les meilleurs moments pour appliquer ce que Naomi Klein appelait la stratégie du choc. Et ce que prévoit The Great Reset, ce n'est rien d'autre qu'une stratégie du choc. C'est profiter de la crise pour utiliser l'argument de la dette pour réformer, entre guillemets, le pays, c'est-à-dire casser les solidarités acquises après la Deuxième Guerre mondiale, comme ça a été fait en Grèce. En 2015, c'est ce qui est imposé à la Grèce par la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, le FMI et la Commission Européenne. Bon, c'est une catastrophe. Et il faut bien rappeler que l'argument, c'était il faut rembourser la dette, il faut rembourser la dette, il faut rembourser la dette. Super. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans? La Grèce a vendu les derniers pans de ce qui lui restait de souveraineté nationale. Le port du Pirée, par exemple, qui a été racheté par les Chinois. Bon, on voit la non-organisation de l'Union européenne. Ils laissent vendre un des ports les plus importants d'entrée de marchandises en Europe, le port du Pirée, à des Chinois. On a même parlé de vendre le Parthénon, c'est un peu comme si on vendait des bouts de Notre-Dame de Paris. Et en 6 ans, la dette grecque n'a fait qu'augmenter. Donc c'est un jeu infini. Et nous, à République souveraine, je l'ai dit, nous avons une vision de la France qui est, nous considérons que c'est un grand pays, qui a tous les éléments de la puissance, à l'exception de ses dirigeants, qui sont des capitulars et qui font des transferts de souveraineté à l'Union européenne, à l'Allemagne et aux États-Unis. Or, il y a quelque chose qui m'est cher à moi et qui nous est cher en général, c'est le récit national. Et donc, je choisis bien le terme récit national, pas roman national, parce qu'il n'y a rien à romancer. On a une très grande histoire que nous envie énormément de pays. Et dans cette histoire, eh bien, il y a quelque chose qui relie, enfin, beaucoup de choses relient les différents éléments de l'histoire de France, mais sur le sujet qu'on nous aborde, il y a quelque chose qui relie différents grands dirigeants de la France, différents régimes, des régimes très très différents les uns des autres, et c'est la manière d'aborder la question de la dette. Que ce soit Philippe le Bel, avec les Templiers. Oui, je me rends compte que j'ai fait une erreur tout à l'heure. Bouvines, c'était Philippe Auguste. Je m'en excuse. Voilà, c'est Philippe le Bel, donc le petit-fils de Philippe Auguste, qui contraint les Templiers de manière assez extrême, puisqu'il les passe à la grillade pour annuler sa dette et reprendre le contrôle. Donc, si on prend Philippe le Bel, donc un roi, ou Henri IV et le bon monsieur Sully, son Premier ministre, si l'on pense à Richelieu, à Mazarin, d'une certaine manière au Comité de salut public, où il y avait Robespierre et Danton, à Poincaré, à De Gaulle, qu'est-ce qui relie, je prends que quelques-uns, qu'est-ce qui relie tous ces grands dirigeants français qui sont parmi les plus importants de l'histoire française et de l'histoire européenne? Eh bien, c'est leur refus d'accepter le poids de la dette. Et tous, à leur manière, ils ont fait défaut sur toute ou partie de la dette
afin de pouvoir mener les politiques qu'il voulait pour la France, afin de relancer la France. Donc je disais, Philippe le Bel était un peu extrémiste, hein, il a flambé les Templiers, comme c'est magnifiquement raconté de manière, pour le coup, un peu romancée par Maurice Druon dans Les Rois Maudits. On a Sully pour Henri IV, qui lui a fait ce que nous on préconise, c'est l'audit de la dette. Il a fait un audit de la dette, donc il a regardé à qui la France devait de l'argent, sous quelles conditions, pourquoi, et puis il a payé 10%. Et les créanciers étaient très très contents de payer 10%, parce que les créanciers savent que l'État n'est pas une famille et que n'est pas un individu, nous sommes malheureusement mortels, et si nous contraignons une dette, nous sommes limités pour pouvoir la payer par la durée de notre vie, mais l'État français est immortel. Ils savent très bien qu'il y aura une autre guerre, une autre politique d'industrialisation à lancer, et il faudra de l'argent, et que de toute façon l'État réempruntera. On a Richelieu, à celui à qui on doit les chantiers navals, qui voulait faire de la France une grande puissance navale. Et c'est Emmanuel Macron qui a vendu les chantiers navals, entre autres choses, en termes d'abandon de souveraineté, où on a jusqu'à De Gaulle qui, lui, laissait filer l'inflation. Par différents moyens, on a combattu la dette pour pouvoir mener des politiques qui vont dans l'intérêt de notre pays. Et donc, je vous ai dit que moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était cette idée d'audit de la dette. Regardez à qui on doit de l'argent et pourquoi. Parce que c'est comme le gras, comme le cholestérol. Il y a un bon et un mauvais cholestérol, il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Il y a des dettes qui ne servent à rien, et il y a des dettes qui sont contractées pour industrialiser le pays, pour faire des infrastructures, donc de quelque chose qui va rapporter, qui permettra de rembourser cette dette-là et d'enrichir globalement le pays. Ça, c'est de la bonne dette. Or, au moment où Alexis Tsipras, en Grèce, on est en 2015, juillet 2015, négocie face à l'Union européenne et qu'il capitule, qu'il signe le mémorandum en juillet 2015, il y a 6 ans maintenant, la première chose à laquelle s'attaque l'Union européenne est l'Allemagne. La première. Vous savez ce que c'est? C'est le travail de la Voulie. La Voulie, c'est l'Assemblée grecque, présidée par une femme extraordinaire qui est Zoé Constantopoulou. L'Assemblée grecque travaillait, en souveraineté évidemment, travaillait sur un audit de la dette grecque, pour déterminer à qui on doit quoi et pourquoi. Eh bien, la première chose que l'Union européenne a arrêtée, c'est cet audit de la dette. L'audit de la dette, c'est un énorme moyen de reconquête de la souveraineté et un énorme moyen pour que les citoyens se réapproprient la politique. Comme ça, mais où est-ce que vous avez dépensé tout cet argent? À quoi ça a servi? Je veux le savoir. Expliquez-moi, dites-moi, et on décidera en souveraineté ce qu'on va payer ou ce qu'on ne va pas payer. Voilà le cadre général de ces discussions, de ce débat sur la dette. Georges Kuzmanovic, ce que vous nous dites vraiment est passionnant. On a balayé en fait autour de cette question de la souveraineté. On a balayé beaucoup de sujets qui sont vraiment prégnants dans notre actualité immédiate. Nous sommes ensemble depuis un petit peu plus d'1 heure déjà. Un immense merci pour toutes ces réponses, tous ces éléments de réflexion que vous nous apportez là. Un immense merci parce que c'est extrêmement précieux à l'heure où ces débats-là sont réglés sur CNews de 18h à 18h30 autour de 5 invités qui ne sont là que pour se gronder et s'en mettre plein la tronche. Donc vraiment, ça fait du bien d'entendre parler de ça de manière renseignée et claire. Donc pour ça, merci beaucoup. Et puis je vais vous laisser le dernier mot pour les spectateurs de Juste Milieu. Le micro est à vous, hein. La scène est à vous. Le dernier mot. Le dernier mot, mais écoutez, vous me prenez de court pour le dernier mot. C'est toujours dur d'avoir un dernier mot. Écoutez, ma mère est française, je vous ai dit, d'une grande lignée de puissants paysans, soldats de Meurthe-et-Moselle, un peu conservateurs. Mais je suis né en Yougoslavie, et je suis né en Yougoslavie quand c'était encore une république socialiste. Je connais très bien la Russie également, et c'est étonnant. Moi, j'étais frappé, donc je suis français de naissance, mais comme je suis né à Belgrade, je suis arrivé ici vers 7-8 ans,
je suis un peu, d'une certaine manière, un immigré. La France a un rayonnement, en tout cas avait un rayonnement absolument colossal dans tous les pays du monde. Et ceux que je connais, la France a un sort de truc là-bas, tout à fait étonnant, qui entre autres avait fait 1789, la déclaration des droits de l'homme, qui a inventé l'État-nation, où il y a, c'est un grand pays, c'est une grande langue, c'est les sciences, c'est l'art, c'est une grande puissance. En vivant ici, petit à petit, j'ai vu combien notre pays était dénigré par ses propres élites, rabaissé, rabougri. Pour ceux qui, alors je ne sais pas si j'imagine que pas mal ont lu ou ont vu le film Le Seigneur des Anneaux. Ça me fait penser un peu au roi Théoden. Vous voyez le roi Théoden, le roi des chevaliers de Rohan qui font la charge magnifique là, à la fin devant Minas Tirith. Mais quand nos héros le rencontrent la première fois, il est tout affaibli, il est tout fatigué, il est tout pauvre, il est tout pâle, il est mourant, il ne croit plus à rien, rien n'est possible, il faut tout abandonner, tout est perdu, là, ils sont plus forts. Et c'est parce que, alors, à son oreille, langue de serpent lui dit que tout est fini, tout est mort. Et l'histoire, c'est que il se réveille, on l'aide à se réveiller, puis il repart avec la grande nation de Rohan et il participe à défaire le Sauron et le Mordor. Il y a un peu de ça. La France est une grande puissance. Voilà. Aussi, je pense que certains me considéraient que c'est ridicule, mais c'est une grande puissance. C'est la troisième langue en influence dans le monde. Nous avons la deuxième surface maritime mondiale. Quand l'Union européenne, soi-disant, dont on parlait tout à l'heure, l'Union européenne veut faire un avion de combat européen, vous savez qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent que ce soit Airbus et Dassault qui le construisent. Bref, la France. D'ailleurs, l'Allemagne demande les secrets industriels à Dassault. C'est tout à fait amusant comme manière de voir les choses. C'est Ariane, c'est la conquête spatiale. Les autres pays qui font la conquête spatiale, c'est des mastodontes, il faut bien se rendre compte. C'est l'URSS, la Chine, les États-Unis et nous, la France. On y arrive. Et encore, je vous dis, c'est une histoire, ce sont tous des symboles, c'est 1789. La France est un grand pays, et si la Corée du Sud, qui est un pays beaucoup plus petit en fait, qui a une histoire beaucoup moins, une grande histoire importante, mais pas une histoire qui parle au monde autant que la France, arrive à lutter pour ses intérêts et pour ses pays, on devrait pouvoir y arriver. Et je suis convaincu qu'on peut y arriver. Et voilà, tous ceux qui écoutent, où que vous soyez, il faut y croire. Il faut croire à ce pays, il faut croire à ses citoyens, et il faut croire que un avenir positif est possible. On a tous les éléments pour les faire. Il faut juste s'occuper un peu de politique. Il faut juste regarder qu'est-ce que veulent les hommes politiques, quels sont les programmes qu'ils vous vendent, et surtout qu'ils servent en dernier recours, et de ne s'intéresser qu'à ceux qui réellement servent et défendent les intérêts de la France et des Français. Un peu d'espoir et d'optimisme. On va terminer là-dessus notre débat du jour avec vous. Voilà, c'est important et ça fait là encore plaisir à entendre. Une fois encore, merci beaucoup Georges Kuzmanovic pour cet échange. Merci à vous pour toutes ces réponses. Chers spectateurs, merci beaucoup. Et merci au juste milieu. On est là, on est là tous ensemble et c'est vraiment l'idée, le but du jeu avec ce débat du jour, d'ouvrir le micro au plus grand nombre de personnalités et c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Chers spectateurs de Juste Milieu, on se retrouve très bientôt, vous le savez, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Encore une fois, merci Georges Kuzmanovic. À très bientôt. Vive la rigole. Reprenons un peu de force pour ceux qui le peuvent et rendez-vous en septembre. Ça va être une année très, très agitée. Beaucoup de choses nous attendent. Donc, en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.